Bonsoir et bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'accueille Stéphane Luçon, réalisateur de documentaires et directeur de l'édition roumaine du mensuel français Le Monde diplomatique. Avec lui, nous allons surtout parler de l'aventure du monde diplomatique en Roumanie, qui fut une première fois publiée et diffusée dans le pays de 2006 à 2008, avant de revenir cette année dans sa version numérique. Stéphane Luçon, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va pas trop s'étendre là-dessus, mais toutefois, comment et pourquoi l'édition roumaine du Monde diplomatique est-elle de retour en Roumanie? Alors, on commence par le retour ou pourquoi elle existait auparavant? Pourquoi c'est un retour et pas une première? Ça allait être de toute façon ma seconde question. On pourrait commencer chronologiquement, effectivement, quand ça a commencé en 2006. Oui, ouais, donc en 2006, la première édition du Monde diplomatique est née d'une discussion avec un ami, Alexandru Spahiu, à Paris, sur le paysage médiatique roumain et le fait qu'on n'avait pas à l'époque de voix critiques par rapport à, je dirais, l'ordre mondial dans lequel la Roumanie était engagée. On était après l'intervention en Irak, j'étais présent en Roumanie, j'avais des amis avec lesquels on discutait du discours de Bush sur Piața Revoluției, avec l'arc-en-ciel. Alors voilà, je comprenais à la fois leur enthousiasme par rapport à la venue d'un président américain, et puis j'étais effondré par rapport au fait que ça servait un dessein qui était l'invasion et l'occupation d'un pays souverain. Et avec Alexandru, donc un peu plus tard à Paris, on se disait mais on n'a pas ce type de voix, les voix critiques qui est le monde diplomatique, on l'a pas en Roumanie. On a des intellectuels, mais en général, ils sont pas vraiment dissonants. C'est quelque chose qui a un peu changé à mon avis. Mais à l'époque, on voulait donc amener ce type de discours. Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas publier le Monde diplomatique, puisqu'il existait déjà dans une trentaine d'éditions, traduit dans une vingtaine de langues. Et donc, on a pris contact avec la rédaction, avec Dominique Vidal. Et très vite, on a eu un accord de principe. Et ensuite, on s'est posé la question de savoir avec qui faire ça en Roumanie. Et à l'époque, c'était, je dirais, relativement simple, puisqu'il y avait un titre qui était connu pour son indépendance, son travail journalistique, on va dire son côté critique, dissonant, c'était Academia Cațavencu, qui est une sorte de canard enchaîné roumain, qui avait été fondé juste après la Révolution. Excusez-moi Stéphane, je vous coupe. Dans la région, est-ce qu'il y avait un autre pays à l'époque où l'édition du Monde diplomatique était publiée? Waouh, à l'époque, Bulgarie, je saurais pas dire. Ouais. Je sais pas dire. Les Bulgares ont eu Hongrie, aussi une version qui a été publiée, qui a été arrêtée. Franchement, je ne sais pas. Désolé. Mais donc on a contacté Academia Cațavencu. Eux très vite. Personnellement, je connaissais Mircea Thomas. Alexandru connaissait Mozog, Sorin Vulpe. Donc très vite, on a su qu'on parlait le même langage. Même si Academia Cațavencu était marqué à droite et que le Monde Diplo est marqué à gauche, on savait qu'on avait la même notion quand on parlait de journalisme indépendant, de journalisme critique, de contre-pouvoir que la presse doit être par rapport au pouvoir politique. Donc très vite, on a topé. Am batut palma, vous êtes mis d'accord, oui. Oui, et on a pu donc publier une version dont on était très fiers. Je pense que c'est une des plus belles versions des versions internationales du Monde diplomatique, qui était imprimée, mensuelle, avec des illustrations qui étaient trouvées par Juliana Vilsan, scénographe connu aujourd'hui. La maquette se faisait où, en Roumanie ou se faisait en Roumanie, dans les locaux de Cațavencu. C'était Florin Iaru qui faisait notre maquette, l'écrivain. En suivant évidemment bien. Et on collait énormément à la maquette du diplôme. D'accord. C'est quelque chose qu'on ne pouvait faire à l'époque qu'en travaillant avec un groupe de presse qui savait ce qu'était faire une maquette, ce qu'était le print, l'impression, la mise sous presse, la distribution, etc. Bon, donc on l'a construit comme ça. On a pu le maintenir pendant 2 ans, mais entre-temps, Cațavencu a été racheté par le groupe Realitate TV, qui était propriété de Sorin Ovidiu Vantu. Et pendant un temps, je pense que les différents titres du groupe se sont bien portés. Il y avait Idée in Dialogue, publié sous la direction de Horia Roman Patapievich. Il y avait Tabou, enfin, il y avait Radio Guerilla, tout ça fait partie du même groupe. Pendant un temps, ça allait bien jusqu'à ce que Vantu commence à avoir des problèmes financiers et à couper
couper, à fermer. Et je dirais que la première édition du Monde diplomatique s'est terminée en même temps que Indé Dialogue et toute une série d'autres titres de presse qui faisaient une certaine richesse, qui avaient une contribution, je pense, très sérieuse à l'époque. Ils se vendaient en kiosque, mais c'était pas suffisant pour maintenir le média. Oui, on n'a pas. Oui, effectivement. Il n'y a pas que, comment dire, il n'y a pas qu'une décision devant tout de fermer tous ces titres. Il y avait effectivement un problème financier, qui est un problème, on va dire, structurel de la presse depuis des années, qui est un sujet très intéressant aussi. Mais voilà. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, donc, j'avais gardé des contacts avec la rédaction française. Ils m'ont recontacté à l'occasion d'une conférence pour avoir quelques contacts, savoir avec qui organiser une conférence de la presse francophone, discuter des intervenants, et on a évoqué le sujet de relancer le Diplo. Et ça, c'était quand? C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, et effectivement, pour moi, une des principales difficultés, c'était de ne pas me retrouver dans la même situation que la première fois. C'est-à-dire penser avoir le meilleur partenaire et puis voir tout s'effondrer. Sachant qu'en plus, on a eu une vague de problèmes, je dirais, dans la presse roumaine, c'est-à-dire que en 2013, on a eu chez Realitatea TV, on a vu le journaliste Turcescu faire un coming out par rapport au fait qu'il était agent infiltré. Donc on s'est retrouvé à avoir des problèmes de soupçons de manipulation par les services dans la presse, dans tous les sens. Donc très clairement, ce que je disais à la rédaction française, c'est que ça m'intéresse. Je pense que c'est toujours une voix qui manque dans le paysage médiatique roumain, le monde diplomatique. C'est intéressant. Il y a des contenus très pertinents pour les lecteurs de Roumanie, mais par contre il faut tout faire pour éviter de faire péricliter ce projet avec des choses qui échappent. Et donc le projet aujourd'hui du Diplo, c'est de traduire les contenus que je juge pertinents pour le public roumain, en évitant au maximum, en ligne exclusivement, pardon, tu as raison, c'est une dimension économique très importante dans le fait de pouvoir faire. Aujourd'hui, on pouvait pas en 2008, aujourd'hui on peut exister en tant que média en ligne, c'est même recommandé, c'est même plus important. Il y a, je vais aux États-Unis, Walter Kern lançait un journal imprimé dans une logique de slow news, si tu veux. Mais c'est quelque chose qui est complètement à contre-courant, qui est intéressant. Mais aujourd'hui, faut être en ligne en premier lieu. C'est là qu'on a qu'on peut toucher le plus grand nombre de personnes et faire connaître des idées, des informations. Donc exclusivement en ligne, sans contenu local ou quasiment sans contenu local. Par exemple. En gros, je ne souhaite pas publier d'articles qui ne soient pas validés par la rédaction française concernant la Roumanie. Mais en revanche, on a un débat qui va être organisé pour notre lancement au Bookfest le 31 mai. C'est évident que le contenu du débat peut tout à fait être publié. On aura Anne-Cécile Robert qui interviendra. Alors on va y revenir là-dessus. J'aimerais avant de parler de l'édition, revenir sur l'édition roumaine, qu'on parle du monde diplomatique, que pas mal de nos auditrices et auditeurs connaîtront. Mais le monde diplomatique, et petit aparté, qui se porte bien, d'après ce que je sais, la maison de mère, le monde diplomatique, enfin la maison mère, non pas la maison mère, mais le média en lui-même, le monde diplomatique, a pas mal de succès, et vous me direz si je me trompe. Je lis sur le monde diplomatique que c'est un mensuel qui fédère un réseau de 36 éditions partenaires qui publie chaque mois tout ou partie de ces numéros en 27 langues à travers la planète. On distingue 24 éditions imprimées et 12 uniquement numériques, donc, dont celle de Roumanie. Loin de constituer un empire de presse, ce réseau associe avant tout des journalistes, des traducteurs et des lecteurs engagés, motivés par l'exercice d'un journalisme critique, indépendant et rigoureux, et attaché à une culture de l'argumentation raisonnée et nourrie de références historiques. J'ajouterai, j'ai terminé de lire ce petit paragraphe qui est sur le site du Monde diplomatique. Comme vous l'avez dit, j'ajouterai qu'il s'agit d'un média clairement à gauche. Il suffit de lire les éditoriaux de la rédaction. Alors, le Monde diplomatique, c'est notamment un média, et moi personnellement j'aime le lire. Il y a des articles de chercheurs et d'universitaires qui sont très intéressants. J'allais dire mais pourquoi mais?
enfin bon, il est à gauche. Et ma question par rapport à ça, c'est votre stratégie pour vendre ce positionnement en Roumanie, où le fait d'être à gauche peut rebuter une partie des électeurs pour des raisons, dirons-nous, historiques. Vous voyez ce que je veux dire? Des électeurs ou des lecteurs? Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai entendu électeurs. Ben, c'est plus ou moins la même chose. Oui. Non, c'est une question qui est très 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 intéressante, et la situation n'a pratiquement pas changé entre aujourd'hui et 2006. Et la réflexion, on se l'était faite en 2006. Et il y a de nouveaux éléments. C'est super intéressant d'en parler, je trouve. À l'époque, très clairement, le premier réflexe, la première idée qu'on avait en tête avec Alexandre Spahiou, moi j'avais fait une école de commerce, c'était de dire en école de commerce on lisait le diplôme. Et ce à quoi Alexandre répondait, lui avait fait un passage en bourse, et à la bourse de Paris, on lisait le diplôme. Donc, le Diplo est un journal qui est marqué à gauche, c'est indéniable, mais qui est lu par un ensemble de personnes qui ne sont pas forcément exclusivement des personnes de gauche. Et on va avoir effectivement, on se disait à l'époque, mais je pense que c'est plus le problème, mais on se disait à l'époque, il y a une partie d'articles qui vont être très engagés à gauche, il y a une grande partie d'articles qui relèvent de géopolitique, de diplomatie, et qui ont une valeur, je dirais, inestimable, et quel que soit le positionnement, on comprend à la fois quel est le positionnement de l'auteur, on comprend quel est le lecteur, sait son positionnement et est en mesure de juger de ce qu'on lui dit. Et à l'époque d'ailleurs, il y avait Bernard Cassen dans la rédaction, il me disait sur des sujets comme le Venezuela, il me disait à l'époque, nous on a des confrères, nos confrères du Figaro savent de quoi ils parlent quand ils parlent du Venezuela, et ils savent que nous on sait de quoi on parle quand on parle du Venezuela, tandis que nos confrères d'autres rédactions quotidiennes françaises disent n'importe quoi. Donc le clivage droite-gauche est pas forcément très très pertinent quand on parle de géopolitique, quand on parle de diplomatie. Et le troisième élément, c'était la partie, on va dire, sur tout un tas de sujets techniques qui sont pas forcément de la géopolitique, mais des sujets à la fois techniques, des sujets culturels sur différents pays, ou scientifiques. Ça n'a pas de coloration. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on vit à une époque, aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas en 2006, mais aujourd'hui, on vit à une époque où les clivages sont, on va dire, complètement brouillés. Ou alors on est, comment dire ça, on est pris dans des clivages qui ne sont pas forcément les clivages droite-gauche. Si on prend la crise sanitaire, les émetteurs de critiques par rapport aux mesures coercitives, répressives, par rapport à la ségrégation, par rapport au licenciement de personnel soignant, les voix critiques se sont trouvées un peu partout. On a des personnes du centre qui ont été très vocales sur ce sujet-là. J'ai oublié le nom du sénateur d'Alsace, mais il était très, très présent. On a des personnes cataloguées d'extrême droite, on a des personnes cataloguées d'extrême gauche, des gens de gauche, des gens de droite. Donc, c'est un exemple de clivage sur la question de la liberté, des libertés pendant la crise sanitaire, sur lequel c'est pas une question droite-gauche. On a sur la liberté d'expression, aux États-Unis aujourd'hui, je pense que c'est très important de se situer post-Twitter Files. C'est-à-dire que depuis le rachat de Twitter par Elon Musk et le travail qui a été mené par le journaliste Matt Taibbi et puis d'autres personnes, on sait que au sein des réseaux sociaux, il y a des politiques de modération, de censure, de manipulation, de shadow banning et on va dire de brimage ou de trucage de la liberté d'expression qui vont toucher tout le monde. Quand Matt Taibbi parle des Twitter Files, lui qui est un homme, on va dire, de gauche, met en premier lieu en lumière des voix de droite qui ont été censurées, en fait. Qui ont été censurées, déplatformées, shadow-bannées, etc., etc. Donc les clivages dans lesquels nous vivons aujourd'hui, sur des questions de liberté d'expression, sur des questions sur des questions humanitaires aussi, par rapport au sort des civils à Gaza, c'est un sujet qui n'est pas exclusivement un sujet de gauche. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir, de façon explicite, l'expliquer, ce que vous êtes en train de dire aux lecteurs roumains du monde diplomatique?
Parce que vous allez écrire forcément un spécialiste des éditoriaux vous-même. Non, je ne compte pas écrire d'éditoriaux. Au plus, j'envisage, je voulais partager, j'envisage de publier un texte pour expliquer ma démarche et définir le cadre dans lequel je publie le monde diplomatique. Mais par contre, non, j'ai pas l'intention d'écrire d'éditoriaux. Et peut-être dans cette démarche-là, vous allez expliquer ce que vous êtes en train de dire précisément pour. Alors, ce qui est certain, c'est que on ne peut pas venir en Roumanie, à mon avis, et livrer l'intégralité d'un discours, on va dire, on ne peut pas livrer un discours de gauche français classique avec l'intégralité des problématiques, des difficultés que rencontre la gauche française à un public roumain. La Roumanie est un pays très à part. Extrêmement à part, je trouve. J'adore ce pays, j'y vis. Je regardais statistiquement, c'est un des pays les plus chrétiens du monde. Je crois que c'est le plus chrétien. Il y a que le Timor oriental et le Vatican qui ont un pourcentage plus élevé. C'est un pays de propriétaires. C'est le pays avec le plus grand nombre de propriétaires du monde. C'est un pays qui a une défiance par rapport à l'État. Je crois qu'il y a 24 ou 27% de confiance dans l'État en Roumanie. C'est le pays le plus anti-État, avec la plus grosse défiance par rapport aux institutions de toute l'Union européenne. Donc il y a des marqueurs, on va dire, dans le paysage, dans le pays qui font que faut tenir compte de ça et privilégier effectivement les articles qui vont être parlants. Après, il y a plein de sujets qui sont super intéressants. J'ai déjà traduit un article sur comment les multinationales font pression sur les États via le mécanisme de règlement des conflits État-entreprise pour pouvoir les attaquer et obtenir des arbitrages en leur faveur contre. Donc on parle d'entreprises qui vont attaquer les États. C'est un problème qui se pose de la même manière en Roumanie. On a la Roumanie qui a été attaquée par Pfizer, par Golden Gabriel Corp là sur Rochia Montana. Donc il y a plein de sujets qui vont toucher les Roumains. Et je dirais peu m'importe. D'ailleurs, on peut déjà lire. Oui, les articles. C'est le monddiplomatique.ro. Oui, sur Monde Diplomatique. Merci. Sur Monde Diplomatique.ro. On a presque une trentaine de textes qui ont été traduits. Le vrai lancement pour nous, c'est 31 mai. Mais oui. Pour continuer ce que vous venez de dire en tant que lecteur du monde diplomatique, je suis tout à fait d'accord avec vous et je vois comment par ces articles, alors évidemment quand il y a des articles sur ce qui se passe dans la politique française, etc., je vois pas, bon, ça peut éventuellement intéresser, mais les grands articles de géopolitique, internationaux, scientifiques, encore une fois, qui sont c'est ça, je trouve, enfin moi personnellement, la spécificité et je crois le succès du monde diplomatique au niveau international, c'est que il y a peut-être une majorité de chercheurs et d'universitaires qui écrivent dans le monde diplomatique. Il y a aussi des journalistes, mais il n'y a qu'à voir les signatures. Ce sont vraiment des gens qui savent de quoi ils parlent. Alors effectivement, ils ont de façon générale, mais pas nécessairement, plutôt on sent que ce sont des gens à gauche, mais les informations qu'ils délivrent, c'est pour ça que vous étiez en train de dire que le monde diplomatique se lit même dans les milieux financiers, et parce que c'est un véritable apport en termes d'information. Et je pense qu'en Roumanie, il y a ce besoin-là de regarder le monde avec une vision qui n'existe pas véritablement, comme vous le disiez, en Roumanie. Ouais. Encore une fois, cette question gauche-droite est parfois je dirais, totalement dépassée. Le monde diplomatique aujourd'hui est le journal en France qui a nommé le Russia Gate pour ce qu'il était, une fake news. Une fake news répétée pendant tout le mandat de Donald Trump. Les médias, essentiellement les médias de centre-gauche américains, ont répété que Donald Trump était manipulé par Moscou, un agent de Moscou. Il y a une procédure de destitution qui a, on va dire, miné sa présidence, qui a énervé les républicains, donc la droite américaine au possible, et qui était basée sur de fausses informations répétées
en veux-tu, en voilà, par la presse américaine. Et on a eu un tout petit mea culpa du New York Times et du Washington Post. Serge Halimi a un éditorial sur ce sujet-là. Ils ont fait un petit mea culpa en disant, bah oui, effectivement, le rapport Steele a été financé par les démocrates, le FBI savait que c'était n'importe quoi, et il a fallu arriver au rapport Mueller et au rapport Durham pour savoir qu'effectivement, c'était n'importe quoi. C'est le monde diplomatique qui dit ça en France. Je n'ai pas vu d'autres journaux dire très clairement on vous a bassiné que Trump était un agent de la Russie pendant tout le mandat Trump et c'était faux. Le monde diplomatique le dit. Oui, voilà. Vous serez d'accord, c'est un bon exemple, mais vous serez d'accord aussi pour dire que dans les articles, il y a, et encore une fois, je crois que ça serait bienvenu en Roumanie, mais l'idée que l'État est important, c'est ce que vous disiez, il y a une méfiance par rapport à l'État en Roumanie, oui. Et le monde diplomatique en général, et ses experts et journalistes disent, attention, et l'État est une institution, enfin, c'est pas une institution, est important par rapport au monde vis-à-vis et aussi pour le monde privé. Donc il y a quand même, on ne va pas dire de gauche, mais il y a une tendance social-démocrate véritable, vous me direz si je me trompe, qui sera peut-être bienvenue en Roumanie, je ne sais pas, vous me direz. Tendance sociale, social-démocrate en ce sens où l'État qui n'est pas... dans le sens de l'État, acteur de la cohésion sociale, des politiques oui, d'État-providence, etc. Oui, très clairement, le monde diplomatique là-dessus je pense à de nombreux articles qui se font l'avocat des politiques sociales de l'État. Le monde diplomatique était dès les années 90 très critique par rapport à Davos, qui était le lieu où se fabriquait la mondialisation libérale et le détricotage des politiques sociales d'État. Oui, là-dessus, tout à fait d'accord. Maintenant, par rapport à la défiance vis-à-vis de l'État, je dirais qu'il y a une critique de l'État... on va dire, il y a une critique de droite de l'État qui dit l'État fait forcément n'importe quoi, il est inefficace, etc., etc. Il y a aussi une critique de gauche de l'État qui dit l'État est victime de capture institutionnelle. Et cette critique-là, elle intéresse tout le monde. C'est-à-dire que si les politiques sanitaires sont dictées par des phénomènes de capture institutionnelle où les intérêts de Pfizer et Big Pharma finalement transparaissent et priment sur l'intérêt public, on a un souci. Pas besoin d'être de gauche ou de droite. Si on a des fabricants d'armes qui financent des campagnes électorales, qui tirent un profit monstrueux de la guerre qui s'étend dans le monde aujourd'hui, c'est critiquable. L'État, si l'État, au lieu d'œuvrer à la paix, œuvre à faire parler les armes pour en vendre un peu plus à droite et à gauche, je pense que c'est aussi énervant pour la droite que pour la gauche. Revenons au monde diplomatique en termes, je dirais, très concrets des rentrées financières que vous espérez pour la version roumaine. Votre stratégie à moyen long terme, ça va être quoi? Des abonnés en ligne, je crois qu'on peut déjà s'abonner en ligne. Et puis un soutien du monde diplomatique international, je suppose. Il existe des mécanismes de soutien qui sont des soutiens ponctuels et non pas structurels, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de soutien aux dépenses quotidiennes, aux traductions, non, mais en revanche, très clairement, le réseau international du Diplo nous a aidés, notamment parce que on a besoin d'un... Vous êtes structuré comment, administrativement, ici? SARL en Roumanie, avec un contrat avec le monde diplomatique en France, directement. D'accord. Ouais. Donc effectivement, ils nous ont soutenus pour des choses dont on avait besoin, qui relèvent de l'investissement, parce que notamment on traduit les cartes. Le monde diplomatique a une cartographie qui est absolument géniale, je me fais fort de traduire ces cartes-là pour qu'elles existent en roumain. Après sur l'équilibre financier, c'est évident qu'il y a une dimension sacerdoce, mais je pense que, je le fais en tant que traducteur, mais je pense que tous les journalistes, chez plein de journalistes, il y a une dimension sacerdoce, puisque c'est pas un métier, hormis être star et puis hormis faire trop de concessions par rapport à la vérité. En général, un journaliste qui est attaché à la vérité, il va pas gagner beaucoup d'argent de son travail, quoi. Donc là, cette dimension sacerdoce-là, je pense qu'on ne le considère pas journaliste, mais je pense qu'on se comprend. On le fait parce qu'on y croit, parce qu'on pense que c'est intéressant, parce qu'on pense que c'est intellectuellement
effectivement satisfaisant de le faire. Après, en termes d'objectifs et on va dire de stratégie, d'une part, je pense qu'il faut atteindre un seuil de 300 abonnés pour se dire que il y a un intérêt, ça fonctionne. Voilà, il y a un intérêt qui est validé de la part du public, et puis il y a un roulement qui permet de couvrir un certain nombre de dépenses. Au-delà, c'est évident je me poserai la question de publier ponctuellement des produits papier. On avait fait l'Atlas du Monde Diplo en 2008 par exemple, qui est un ouvrage qui fonctionne très bien, qui est centré sur des cartes avec quelques articles. On a le Monde Diplomatique publie des manières de voir, qui est un bimensuel, c'est-à-dire tous les 2 mois ils sortent un dossier thématique sur un sujet, et ils vont rassembler à la fois des articles. Vous allez également je pense que c'est une chose. Je pense que c'est. Enfin, j'ai ce souhait-là. C'est évident que la première étape, c'est d'avoir une forme d'équilibre. Je pense passer les 300 abonnés sur le site internet, mais ensuite, je pense que ce serait très très, très bien d'arriver à faire des manières de voir, des dossiers thématiques. Une chose sur les articles en eux-mêmes, encore une fois, j'étais en train de me dire que véritablement, au-delà, on va sortir du clivage gauche-droite, au-delà de ce clivage-là, ils vont être véritablement intéressants et essentiels pour les lecteurs et lectrices roumains. Les articles sont longs. Sur le monde diplomatique, et vous me direz si je me trompe, mais je crois que l'un des succès du monde diplomatique à l'étranger, enfin moi je l'achète en papier, c'est vrai que c'est un papier agréable, et c'est un grand journal, et c'est vrai qu'il est particulièrement agréable à lire sur ce papier-là, puis les illustrations, enfin, l'objet en lui-même est très agréable. Est-ce qu'à un moment donné, précisément parce que on lit quand même mieux, alors peut-être que vous allez me contredire, mais on lit quand même mieux du long sur du papier, et que de plus en plus, et que la façon de lire, c'est notamment chez les jeunes, je pense que c'est un public qui sera intéressant pour vous, c'est sur le smartphone. Je me pose la question de lire un grand article du monde diplomatique sur téléphone. Ou alors ça se fait très bien, il n'y a pas de souci. Alors, oui, je suis personnellement numérisé depuis très longtemps, donc effectivement, je lis énormément la presse américaine, je l'ai pas sur version papier, y compris des longs articles. Donc oui, je pense qu'on... Voilà, mais à terme, éventuellement, le papier, c'est une idée qui pourra se concrétiser. Alors, ça me plaît dans l'idée de... slow news, je ne sais pas comment on a traduit le terme en français. Journalisme lent, on va journalisme dire. lent. Ouais. Effectivement, il y a quelque chose de très agréable autour de ça. Pour l'instant, mon principal problème, mon principal moteur, c'est le fait que n'existe pas en langue roumaine ces textes et ces cartes. C'est-à-dire que je n'ai pas une énergie illimitée, je n'ai pas des moyens illimités, ça relève en grande partie du sacerdoce, comme j'ai dit. Donc, pour moi, le plus important, mon obsession, c'est arriver à traduire des textes, scanner des textes qu'on avait pu traduire il y a 15 ans, traduire des textes d'anthologie qui ont été publiés à toute époque par le Diplo. Il y a des textes super intéressants que je trouve super importants. Donc ça reste mon obsession. Si effectivement on ne sait plus quoi faire et que on peut faire ça en plus et trouver un modèle économique par une version papier, ce serait très satisfaisant aussi, c'est évident. Voilà. Mais c'est mon premier sujet, c'est en termes de contenu, d'information, d'idées qui, je trouve, sont absents du paysage médiatique roumain. Et même si l'expérience n'a pas été convaincante au début, comme vous l'avez dit, est-ce que précisément pour que cette diffusion se fasse au mieux, une collaboration, on va dire, légère avec un autre média pourra être envisageable ? Oui, alors on va y réfléchir. Effectivement, il y a beaucoup de collaborations avec RFI. Je pense qu'on en parlera à un moment donné. On le voit maintenant. Oui. Effectivement, je sais que dans d'autres pays, il y a une sorte,
une sorte de semi-revue de presse ou un focus sur un article qui est fait à la radio. Alors oui, j'envisage tout à fait d'avoir des partenaires médias. Je n'ai pas personnellement l'intention d'être moi-même une voix en Roumanie. Je n'ai pas vocation à être leader d'opinion, à me promener partout. J'aimerais vraiment faire vivre les textes. Donc ma question, c'est quel format peut-on avoir pour transmettre au-delà, pour apporter à la limite des contenus à d'autres médias, mais qui travailleraient justement sur les textes que j'ai traduits. C'est surtout ça qui m'intéresse. Voilà. Mais oui, voilà, de l'expérience précédente, on travaillait avec RFI, on avait échangé avec Regard à l'époque, on travaillait avec Radio Guérilla, les gens de 80 coups étaient effectivement des partenaires et des amis. Donc, vous êtes ouvert, je suis très ouvert à tous les gens qui ne sont pas. La presse roumaine a un énorme problème. Donc je suis pas ouvert avec n'importe qui. Aujourd'hui, la presse roumaine, il y a 15 ans, je me souviens, c'était le directeur de l'agence France Presse, c'était Yves-Claude Lorca. Quand je lui avais dit, bah voilà, on monte le diplôme avec Academia 450 coups, il m'avait dit, très bien, Stéphane, tu as trouvé les seuls avec lesquels tu peux travailler. Parce que à l'époque, les autres groupes de presse étaient engagés dans des pratiques complètement honteuses de chantage, de publi-reportages déguisés en vrais articles, payés, etc. 15 ans plus tard, pour moi, c'est toujours une catastrophe dans nombre de journaux roumains, catastrophe qui, à mon avis, est aggravée par le mécanisme de financement aujourd'hui des messages politiques, puisqu'en fait l'État distribue de l'argent aux partis, qui ensuite vont arroser la presse, qui se trouve, on va dire, tenu de ne pas trop attaquer. C'est-à-dire que si tel parti me donne de l'argent, je ne vais pas leur taper dessus. Donc c'est un dévoiement complet de l'idée de faire vivre la presse pour qu'elle puisse être contre-pouvoir et contribuer au débat public. Donc du coup, effectivement, je ne peux pas parler avec n'importe qui, avec tout le monde dans le paysage médiatique roumain. Il y a quelques contre-exemples, je pense à Recorder ou Press One, enfin pour en citer que quelques-uns. Oui, c'est pas toute la presse. Oui, voilà. Donc c'est vraiment au cas par cas et essentiellement axé sur, pour moi, le critère va être est-ce qu'on peut travailler sur les articles qui ont été traduits, quoi. Voilà. Alors, Stéphane Luçon, en tant que, encore une fois, lecteur du Monde diplomatique, et vu que je suis avec quelqu'un du Monde diplomatique, je vais me permettre de vous poser une question qui concerne le monde diplomatique et qui me taraude un petit peu. Encore une fois, j'adore ces articles, mais j'ai une question concernant parfois les éditoriaux en une du Monde diplomatique. Il y a quelques mois, le Monde diplomatique titrait « Le journalisme français, un danger public ». Alors, c'est un titre fort qui m'a intéressé. J'ai lu le papier et après, dans d'autres éditions, j'ai vu aussi une critique acerbe contre le journalisme en France de façon générale, et tout le monde y passait, que ce soit de Mediapart, Libération. Enfin, il y a, alors, et j'aimerais avoir votre, en tant que représentant du monde diplomatique en Roumanie, j'aimerais avoir votre point de vue. Alors, je ne sais pas si ça concerne trop nos auditrices et auditeurs, mais peut-être parce que ce ne seront pas ces éditoriaux-là que vous allez traduire. Mais en tout cas, moi, j'ai cette curiosité. Pourquoi on sent un certain radicalisme par rapport à la presse française dans le monde diplomatique, alors que d'un autre côté, il y a des articles tout à fait équilibrés, nuancés, etc. Et là, par contre, je sens ce manque de nuance et d'équilibre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, je ne suis pas le représentant du monde diplomatique. Je suis le représentant de l'édition roumaine du monde diplomatique. Et en revanche, j'en suis tout à fait l'avocat, notamment sur cet article-là. Alors effectivement, c'est un article de Serge Halimi, qui pour moi s'inscrit parfaitement dans l'approche de critique des médias qui a été faite par Noam Chomsky dans son livre la fabrique de l'opinion publique ou la fabrique du consentement. Noam Chomsky, à l'époque,
disait observer les médias. Grand sociologue américain, sociologue ou anthropologue, oui. Oui, enfin, il est linguiste à la base. Il travaille sur des. Mais il a eu cette contribution, je dirais, fondamentale à l'analyse des médias, Noam Chomsky, et sa démarche était, on va dire, très scientifique, de dire est-ce que les médias américains comptent les morts de la même manière quand il s'agit de victimes d'opposants à la politique extérieure américaine ou quand il s'agit d'allier la politique extérieure américaine. Et il montrait la façon dont la presse américaine relatait à chaque fois qu'il y avait des morts dans le camp du bien, de notre côté, c'était très grave, et puis les autres étaient invisibilisés. Aujourd'hui, ce que fait Serge Halimi, il passe en revue tout un tas de cas, c'est est-ce qu'on est capable de rapporter les faits de la même manière sans avoir un biais qui consiste à trouver que des morts au Donbass civils, c'est pas très intéressant à raconter en amont de l'intervention russe. Des morts civiles en Ukraine, c'est très grave. Des morts civiles à Gaza, d'un seul coup, c'est beaucoup moins grave. Et quand on prend cette énumération-là, quand on regarde quels sont les chiffres rapportés par la presse, française en général. Alors après, effectivement, il pointe du doigt tout un tas d'occurrences et on ne peut pas ne pas être frappé. Et je pense que cette critique-là, on a eu 3 séquences d'affilée. On a eu une séquence. Et c'est une critique, excusez-moi, je vous coupe, mais c'est une critique, d'après ce que j'ai pu lire, d'abord et avant tout sur les relations de la presse avec le pouvoir en place. Alors, ce que dit, je pense, Serge Halimi, c'est que effectivement il y a une espèce il parle d'aliment de planète dans l'article. Il y a un aliment de planète entre le fait que la politique de M. Macron soit alignée, on va dire, sur la politique américaine et sur une sorte d'Occident en général par rapport à tout un tas de questions, et le fait que dans la presse, dans les médias français, on n'est pas on va dire de voix de la raison ou de voix de la vérité sur des questions qui sont aussi simples que le nombre de civils tués quotidiennement à Gaza. Aujourd'hui, je regardais, il y a 2 jours, a été rapporté l'attaque de convois humanitaires par des extrémistes israéliens. Convois humanitaires qui devaient arriver à Gaza. Convois humanitaires que Israël a accepté de laisser passer et qui relève du droit humanitaire. Aujourd'hui, récemment, quand la Cour pénale internationale s'est prononcée, elle a dit, elle n'a pas dit il y a un génocide en cours, elle a dit il y a un risque de génocide, et elle a dit Israël a l'obligation de faire en sorte de prendre des mesures pour qu'il n'y ait pas de génocide à Gaza. Alors après que les uns et les autres puissent dire il y a génocide, il n'y a pas de génocide, c'est une autre question. Aujourd'hui, parmi les mesures pour qu'il n'y ait pas de génocide à Gaza, il faut laisser passer des convois humanitaires pour que des enfants qui meurent de faim aujourd'hui, qui soient dans la famine, puissent avoir de l'aide humanitaire. Il y a 2 jours, des convois sont attaqués. On voit ça sur Twitter, c'est relayé, on le voit sur le fil de Charles Anderlin, on voit sur le fil de Aaron Maté, journaliste américain, dont une partie de la famille a été tuée durant la Shoah. Je crois ce matin que seul RTL avait fait état de ça. Donc, cette façon c'est difficile de ne pas se dire très clairement, il y a une volonté d'invisibiliser pour plein de raisons. Alors, ne pas faire de vagues, ne pas être mis de côté. Je pense que ce qui est très certain, c'est que je pense que c'est difficile aussi pour un journaliste de dire, je vais parler de ça avec tous les risques que ça comprend. Parce qu'un journaliste est dans une réaction, la rédaction peut faire pression, la rédaction peut le licencier, etc. etc. Et il y a une autre chose, et on en parlera lors de la conférence de lancement du Monde diplomatique le 31 mai, c'est que la presse doit parler vrai, doit rapporter les faits, doit être un contre-pouvoir. S'il y a un aliment de planète entre le pouvoir politique et la presse, il y a un problème avec ce 4e pouvoir. Mais on est à l'époque du 5e pouvoir, on est à l'époque des réseaux sociaux aujourd'hui. Et effectivement, on va en parler lors du débat la semaine prochaine. Je pense que c'est effectivement très difficile d'être journaliste aujourd'hui parce qu'on est pris, en tant qu'individu, on est pris avec une rédaction
qui elle-même a des pressions qui viennent de droite et de gauche, et on a en face de soi également les réseaux sociaux qui ont des capacités de manipulation, de trucage, d'invisibilisation qui sont terribles. Ça touche tout le monde, tout le pays. Effectivement, dans le classement de Reporters sans frontières, la presse française est mal placée, précisément par rapport à cause de ce que vous dites, du fait qu'il y a peut-être une collusion entre voilà, le pouvoir et les médias. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, personnellement, j'ai des amis qui sont journalistes et qui travaillent dans des grands médias et qui font leur possible, malgré, comme partout ailleurs, des pressions économiques, des pressions politiques, ça a toujours existé, et qui ont quand même... qui font leur possible pour écrire des articles les plus objectifs possibles, qui font simplement leur travail, j'aime aussi me dire qu'il faut penser à eux quand on critique unilatéralement. Je pense que la critique ne dit pas tous les journalistes français sont ceci, cela. C'est une critique très ciblée. Je pense que le texte de Serge Haimy est très argumenté. Il y a un texte de l'AFP, sur le blog de l'AFP, que j'avais trouvé très intéressant pendant la pandémie, qui disait, je crois que c'est Sophie Huet qui l'avait écrit, qui disait « Est-ce que le journalisme se remettra de la pandémie ?» Et la journaliste en question expliquait pendant la pandémie, on s'est retrouvé à devoir faire des conférences de presse, à couvrir des conférences de presse en Zoom, en pouvant être éjecté à tout moment. Donc en fait, au final, le pouvoir politique était en mesure de dire toi oui, toi non, voilà, de trier sur le volet et de s'assurer que au final, les voix dissonantes. Et pour moi, c'était très important pendant la pandémie. On a tout un tas on a des scientifiques, je pense notamment aux gens de la déclaration de Greg Barrington, grands épidémiologistes de Princeton, Harvard, Oxford, qui disaient « Attendez, c'est n'importe quoi l'approche du confinement, ça va faire plus de dégâts qu'autre chose ». Ces voix-là n'ont pas été relayées dans la presse française, et puis ils ont même subi des pressions, ils ont été déplatformés. C'est celui qui a fait qui au final a été pris par DeSantis en Floride pour appliquer sa politique. Il y a un article dans le Monde diplomatique là-dessus, je crois, je ne sais pas si vous allez le traduire, mais sur précisément comment la pandémie a été traitée. C'était il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Alors effectivement, il y a eu 2 articles qui revenaient sur la pandémie là, récemment, que j'ai déjà traduit sur les soignants licenciés. Je crois que je fais référence à celui-là. Voilà. Donc le personnel sanitaire qui a été licencié, c'était une aberration à plein de niveaux. Et la façon en gros, comment dire, je pense qu'il y a une question on va dire, de liberté d'expression et de débat scientifique. Le débat scientifique fonctionne par la contradiction. Je crois que c'est Karl Popper qui disait que pour qu'une théorie scientifique soit valable, il faut qu'on puisse démontrer qu'elle est fausse. C'est-à-dire qu'on ait les arguments de la contradiction pour pouvoir trouver où est-ce qu'il y a une erreur. Donc on a besoin de la contradiction. Les scientifiques ont besoin de contradiction entre eux. On ne peut pas masquer des voix, déplatformer des voix, en particulier des voix de grands scientifiques, et avoir la prétention de continuer d'être dans une rationalité scientifique, de continuer d'être dans la liberté d'expression, et puis de continuer de se dire on est dans un journalisme transparent, de présentation des faits, qui permet d'avoir les tenants et aboutissants des différents problèmes, quoi. Stéphane Luçon, dernière petite question. Vous vivez à la campagne, au sommet d'une colline dominant la Dąbrowica. Pourquoi ? Waouh! En quelques mots. En quelques mots, oui. Donc, je ne vais pas faire un grand roman lyrique sur la vie à la campagne en Roumanie. Je pense qu'on est nombreux. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui font une sorte de retour à la campagne en Roumanie. Il y a beaucoup de choses très satisfaisantes dans la vie à la campagne. Je pense que l'environnement roumain en lui-même est très agréable, très riche. La biodiversité roumaine je crois qu'elle est... Je me souviens avoir lu dans Le Monde, on avait un effondrement du nombre d'abeilles et d'oiseaux en France, du fait de l'usage des pesticides, insecticides, etc. Et on a, enfin, en Roumanie, toute la nuit, on entend le chant des oiseaux. Enfin, jusqu'à des heures avancées, il y a une nature très très présente, foisonnante. La vie dans le village, je trouve quelque chose de très vrai, très humain, et je pense que c'est
j'aime la ville, j'aime Bucarest aussi. J'entends le plaisir de vivre en ville que mes amis me rapportent, mais de la même manière, je pense que la Roumanie, je parle de statistiques roumaines tout à l'heure, ce qui faisait que c'est un pays à part, c'est le pays le plus rural d'Europe aussi. On a 45-47% de la population qui est rurale. Et je pense qu'une partie du fait d'être en Roumanie, de vivre avec les Roumains, est épanouie dans le fait de vivre à la campagne en Roumanie. Ouais. Très bien, Stéphane Luçon, merci infiniment d'avoir été avec nous et bonne continuation, bonne chance pour le monde diplomatique .ro. Vous allez officiellement ouvrir l'édition. Oui, donc le 31 mai, on organise avec l'Institut français au Bookfest un lancement et un débat. Ce sera vers 5 ou 6 heures. Pour l'instant, ont répondu favorablement Renate Weber, défenseur des droits, pour intervenir sur le sujet donc de l'influence, de la fabrication de l'opinion publique à l'ère des réseaux sociaux. Et le professeur Paul Dragos Aligica, aussi de l'Université de Bucarest, a répondu favorablement. Très bien. Parfait. Merci beaucoup Stéphane Luçon. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Cet entretien, vous pouvez le retrouver sur la page Facebook de RFI et également sur le site internet rfi.ro. Week-end Placote. Au revoir.